Chers collègues, chers futurs résidents, bonjour et bienvenue à cette dernière partie sur la physiologie de l'hémostase. Dans cet épisode, nous allons aborder la physiologie de la fibrinolyse. Et comme introduction, je dirais que lorsque le cailloutron a accompli sa mission, c'est-à-dire l'arrêt de l'hémorragie, il doit être détruit. Le cailloutron doit être dégradé afin de laisser place à la cicatrisation tissulaire et aussi au rétablissement de la perméabilité vasculaire. Ce phénomène est appelé fibrinolyse physiologique. Il est important de savoir que la fibrinolyse est un mécanisme très complexe et qui intervient dans de nombreux processus physiologiques, à savoir l'hémostase, bien sûr, c'est la dernière étape de l'hémostase, l'inflammation, la migration cellulaire ainsi que la revascularisation tissulaire. Mais pour faire très simple et être pédagogique, j'aborderai dans cette vidéo seulement les mécanismes intervenant en hémostase. Et comme d'habitude, on va commencer avec les différents acteurs intervenant dans ce processus, puis on va aborder le scénario, le mécanisme en globalité. Donc, le premier acteur intervenant dans la fibrinolyse est le plasminogène. Le plasminogène est une protéine synthétisée par le foie. Et cette protéine circule dans le plasma sous forme inactive. Elle doit être activée pour avoir une activité enzymatique. Cette protéine, bien sûr, est codée par un gène. Et ce gène est situé sur ce chromosome 6, dans le bras long du chromosome 6. Le deuxième acteur intervenant dans la fibrinolyse, c'est la plasmine. En fait, la plasmine n'est qu'un produit d'activation du plasminogène. C'est-à-dire que les activateurs du plasminogène sont capables de cliver le plasminogène à un endroit bien précis, donnant naissance à la plasmine, qui est une protéine dimérique, c'est-à-dire formée de deux parties reliées par un pendisulfure. Je ne dirai pas plus maintenant parce que c'est trop compliqué. Peut-être on reviendra lors de notre prochaine vidéo sur le mécanisme du clivage du plasminogène. Le troisième acteur est l'activateur tissulaire du plasminogène. Et l'activateur tissulaire du plasminogène, on en a déjà décrit lors de la toute première vidéo. C'est un facteur qui est synthétisé par les cellules endothéliales. Lorsque l'endothélium est lésé, le sous-endothélium est mis à nu et l'activateur tissulaire du plasminogène est libéré dans la circulation sanguine. Voilà.
Euh, ce, cet activateur tissulaire du plasminogène est capable d'activer le plasminogène en une plasmine. Mais pour que cette activation soit efficace, le plasminogène doit se fixer sur la molécule de fibrine formée. Une fois fixé sur la molécule de fibrine, l'activateur du plasminogène va se fixer à son tour à cette fibrine et donc cliver, se juxtaposer au plasminogène et cliver le plasminogène en une protéine dimérique, c'est-à-dire faite de deux parties reliées par un pont disulfure. Cette plasmine, c'est elle qui dégrade la fibrine et le fibrinogène. Voilà pour le mécanisme d'activation du plasminogène. Un autre facteur activateur du plasminogène est l'urokinase. Et l'urokinase, comme son nom l'indique, a été découvert au début dans les urines. En fait, après de nombreuses recherches et études, ils ont découvert que les cellules rénales non seulement synthétisent cette protéine sous forme précurseur appelée pro-urokinase, et lors de l'activation, la pro-urokinase est transformée en urokinase. C'est très surprenant, le rein produit plein de protéines intervenant dans des processus hématologiques, tels que l'érythropoïétine, par exemple, le pro-urokinase, etc. Donc, c'est le rein qui produit la pro-urokinase, et lors de l'activation, de son activation, le pro-urokinase est clivé en deux parties. Une partie active qui va scinder le plasminogène en deux parties, et donc donnant naissance à la plasmine, et une deuxième partie qu'on appelle le peptide inactif qui sera éliminé. Contrairement à l'activateur tissulaire du plasminogène, l'urokinase n'a pas besoin de se fixer sur la fibrine pour activer le plasminogène. Elle est capable de transformer le plasminogène en une plasmine sans se fixer sur un support de fibrine. Après l'urokinase, il y a un autre facteur activateur du plasminogène. Très surprenant, il s'agit du facteur 12, ou le facteur de Hagman. Rappelez-vous que le facteur de Hagman est un facteur de la coagulation qui permet l'activation de la voie endogène de la coagulation et fait partie de la voie d'amplification in vivo. Ce facteur de Hagman est activé
grâce à la kallikréine qui, elle, est activée par le kininogène de haut poids moléculaire. Le facteur 12 activé est capable, par exemple, d'activer le pro-urikinase en urikinase. Mais non seulement ça, mais aussi il permet d'induire la synthèse de la bradykinine. Et la bradykinine entraîne une sécrétion de l'activateur tissulaire du plasminogène. Il permet aussi d'activer directement le plasminogène en une plasmine. Et donc le facteur de Hagman est un intervenant et un activateur de la fibrinolyse. Non seulement est un activateur de la coagulation, mais aussi de la fibrinolyse. Ce n'est pas surprenant que M. Hagman est décédé d'une thrombose, d'une embolie pulmonaire, et non d'une hémorragie. Et aussi que le facteur de Hagman intervient dans l'activation de la coagulation, mais ce dernier est shunté grâce à la boucle de Josso. Ça, c'est un petit rappel. À propos, lors de ma dernière vidéo, j'ai fait une petite erreur en disant que c'était M. Rosenthal qui est décédé d'une thrombose. En fait, c'était M. Hagman, car le facteur de Hagman vraiment intervient activement dans l'activation du plasminogène en plasmine. Je ne dirai pas plus sur ce phénomène, je dirais que, à part ces activateurs qui sont physiologiques, il existe d'autres activateurs non physiologiques, tels que la streptokinase, capable de transformer le plasminogène en plasmine, et cette streptokinase est utilisée plus en thérapeutique. Ce n'est pas un activateur physiologique de la fibrinolyse. Maintenant qu'on a vu tous les activateurs de la fibrinolyse, on passe aux inhibiteurs de la fibrinolyse. Et ces inhibiteurs sont divisés en deux groupes. Les premiers sont des inhibiteurs directs de la plasmine, capables d'inhiber directement la plasmine, c'est-à-dire le facteur final. Et je citerai la alpha-2 antiplasmine et la alpha-2 macroglobuline. Le deuxième groupe est représenté par des inhibiteurs désactivateurs du plasminogène, tels que les inhibiteurs tissulaires du plasminogène et les inhibiteurs de l'urukinase. Ce sont les PAI1 et les PAI2, on reviendra tout à l'heure, c'est-à-dire le plasminogène activator inhibitor 1 and 2. Alors, la alpha-2 antiplasmine est une protéine qui est synthétisée par le foie. Cette protéine est capable de se fixer de manière très spécifique à la plasmine, formant ainsi un complexe qui est inactive appelé PAP, plasmine antiplasmine complexe. Et cette protéine est le principal inhibiteur de la fibrinolyse. Elle permet d'éviter
la propagation de la fibrinolyse à distance du caillou de fibrine. La deuxième molécule est la alpha-2 macroglobuline. Et encore une fois, cette protéine est synthétisée par le foie. Et lors d'une électrophorèse des protéines, on voit bien que cette molécule migre en position alpha-2, bien sûr, comme son nom l'indique, alpha-2 macroglobuline, parce que c'est une macromolécule. Elle aussi est capable de se fixer à la plasmine, mais d'une façon moins spécifique que la première. Après avoir revu les protéines inhibitrices de la plasmine, on va passer aux inhibiteurs désactivateurs. Alors, comme je viens de le dire, il existe deux types d'inhibiteurs désactivateurs: plasminogène activator inhibitor 1 et plasminogène activator inhibitor 2. Le premier est le PAI1 et il est synthétisé par les cellules endothéliales. Rappelez-vous, lors de notre premier épisode, on a déjà discuté, et synthétisé aussi par les granules alpha des plaquettes. Et il est libéré lors de l'activation plaquettaire. Ce PAI1 est capable d'inhiber principalement le TPA, le tissu plasminogène activator, et en moindre degré l'urokinase. Alors que le deuxième inhibiteur est le PAI2. Et le PAI2 inhibe principalement l'urokinase cette fois-ci, mais il est synthétisé surtout par le placenta. Et donc son taux augmente lors de la grossesse, c'est logique. Et ce n'est pas surprenant que les femmes qui accouchent font beaucoup de thromboses. Non seulement ils activent la coagulation en produisant plus de facteurs tissulaires placentaires, mais aussi inhibent la fibrinolyse d'un autre côté. Donc la prédisposition aux thromboses, elle est logique en cas de grossesse. Le PAI2 est synthétisé aussi par les macrophages. Je vous ai dit que la fibrinolyse est très complexe et elle intervient même dans les processus inflammatoires. Donc, et en dernier lieu, le PAI2 est synthétisé lui aussi par les cellules endothéliales. Le PAI1 et le PAI2 sont capables de se fixer sur le TPA et l'urokinase de manière spécifique, formant ainsi des complexes inactifs, incapables de transformer le plasminogène en plasmine. Je pense que je vais m'arrêter là pour cette vidéo. La prochaine vidéo sera sur les mécanismes ou plutôt le scénario de la fibrinolyse, où on va détailler encore plus ces facteurs, le rôle de ces facteurs. Et d'ici là, je vous prie de aimer cette vidéo,
Si vous n'aimez pas, tant pis, hein. Et de la partager, 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 partager. Partager partout, 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 partager, partager, partager. Je vous remercie pour votre attention.